Pour Shyamalan, le cinéma est plus qu'un art, c'est une raison de vivre. Issu d'une famille de docteurs, il réalise des courts-métrages dès l'âge de 10 ans, tout comme son modèle Steven Spielberg. Avec un rythme insensé, il va réussir à en compléter pas moins de 45 avant l'âge de ses 16 ans. À 17, il s'inscrit à la New York University afin d'y étudier la réalisation. Le résultat de ces années de fac sera un film à petit budget basé sur ses souvenirs. Praying with Anger retrace le retour au pays d'un étudiant américain d'origine étrangère qui réalise le fossé qui le sépare de la terre de ses ancêtres. En toute logique, Shyamalan interprète le rôle principal et en toute logique, Praying with Anger fait le tour des festivals. Une certaine critique le remarque alors, mais sans plus. Son second film, Wide Awake, est cette fois produit par Miramax, la boîte des frères Weinstein, ce qui devrait offrir une bonne visibilité au film, d'autant qu'il peut compter sur la présence au casting de Rosie O'Donnell, présentatrice célèbre de talk-show, déjà présente dans les comédies Nuit blanche à Seattle ou encore La famille Pierre à feu. Toujours attaché à la question spirituelle, Shyamalan y projette ses propres interrogations sur la vie après la mort. Mais Wide Awake est ciblé par Miramax comme une comédie, ordonne un remontage et laisse le film dormir des années sur une étagère comme beaucoup de leurs productions dites à problème. Et c'est justement alors qu'il travaille à ce remontage forcé qu'il lance au monteur assis à ses côtés d'un air serein et détendu « Tu sais quoi, je vais écrire un script qui s'appellera Sixième Sens » et Bruce Willis jouera le rôle principal. Pourtant, Shyamalan n'a pas lancé ces mots pour détendre l'atmosphère. Il a bel et bien le sentiment que ce qu'il vient de dire est tout aussi sensé qu'inévitable, une prémonition en quelque sorte. Mais la chose ne sera pas toute seule. Il a beau avoir réalisé 2 films, ces derniers ont été à peine vus par les Américains. Maintenant, il veut faire un gros film, avec une grosse star, et attire à lui la foule, la vraie. Il garde ce but à l'esprit lorsqu'il entame le premier jet du script de Sixième Sens, sans se douter du lent et douloureux processus qui l'attend. Au fil des versions, il commence à réaliser que ce qu'il couche sur papier a déjà été vu 1000 fois dans d'autres films d'horreur. Rien de véritablement original ne s'en détache. Au bout d'1 an, il parvient à une version du script qu'il juge satisfaisante. Enfin débarrassé du sentiment de déjà-vu qui risquait de nuire à l'effet de peur et d'implication qu'il cherchait à provoquer chez le spectateur. Sixième Sens se focalisera donc essentiellement sur la crédibilité des rapports et des comportements humains en y mêlant des sentiments de présence et de prémonition. À Hollywood, le script passionne et fait le tour des studios dont Buena Vista, filiale de Disney, qui se positionne pour l'achat. Le feu vert est donc rapidement donné pour la production de Sixième Sens, une bonne nouvelle à laquelle vient s'ajouter l'acceptation immédiate de Bruce Willis d'en tenir la vedette, encore tout chamboulé par un scénario qu'il juge exceptionnel et brillant. Conformément aux souhaits de Shyamalan, le film se tournera à Philadelphie, sa ville natale, et, largement soutenu par Buena Vista, il s'offre également tous les techniciens de son choix, dont le brillant chef opérateur Tak Fujimoto, déjà à l'œuvre sur Le Silence des agneaux de Jonathan Demme. Pour Shyamalan, Sixième Sens est fidèle à 100% à sa vision et demeure un des meilleurs exemples de collaboration sans compromis qui lui était donné de vivre. Avec finesse, Shyamalan sort des sentiers du pur film d'horreur pour réaliser un mélodrame psychologique auquel vient se greffer une histoire liée au paranormal, tout en jouant avec la suggestion et les rares apparitions des fantômes. Le tout pour raconter l'histoire de 2 personnages, celle d'un gamin torturé par un effroyable don et celle d'un éminent psychologue pour enfants hanté par un échec antérieur. Au vu des résultats stupéfiants du film en salle, Buena Vista peut se vanter d'avoir eu du nez en laissant carte blanche au réalisateur. Sorti en plein été, un terrain généralement réservé aux blockbusters, Sixième Sens fait un impressionnant premier week-end à plus de 26 millions de dollars de recettes. Mais le plus surprenant fut sa progression régulière alors que généralement les entrées d'un film tendent à s'essouffler. L'explication vient du public.
Un public qui, ayant pris connaissance du coup de théâtre final, retourne voir Sixième Sens pour suivre le récit sous un nouvel angle. Ainsi, à la fin du mois d'octobre 99, le film commercial que désirait tant Shyamalan totalisait plus de 250 millions de recettes. Un résultat dément et inespéré pour une œuvre qui joue résolument la carte d'un fantastique ancré dans le quotidien et donc a priori anti-spectaculaire. Le style Shyamalan s'impose avec ce premier grand succès, mais plutôt que de se répéter, le réalisateur va partir dans une toute autre direction sur son projet suivant. Je vois des gens qui sont morts. Mais avant ça, Shyamalan s'attelle au scénario de Stuart Little, une adaptation d'un célèbre conte pour enfants. Le film est un beau succès en salle, même si la contribution de Shyamalan semble anecdotique. Stuart Little nous indique par contre un attachement du réal pour l'univers de la fable et du conte qu'il mettra bien plus en avant dans un futur film à la réception plus que mitigée. Pour Incassable, Shyamalan convoque son équipe de Sixième Sens, dont un Bruce Willis ravi de continuer à collaborer avec le réal. Si le film s'attaque au mythe des super-héros, il raconte qu'il avait d'abord écrit un scénario classique avec un découpage en 3 actes. Peu connecté avec les 2 derniers tiers, il décide de les jeter à la poubelle et de porter la première partie aux dimensions d'un long métrage entier. Incassable est un film qui prend son temps et qui ne cadre pas avec la production super-héroïque de cette époque. Anti-spectaculaire et gorgé de scènes intimistes, il hypnotise le public jusqu'à une révélation finale jugée à l'époque décevante. Le film est un joli succès grâce à l'effet par les réalisateurs de Sixième Sens, mais laisse un goût amer à Shyamalan. La connexion avec le public qui lui importe tant est moins palpable. Pour Disney par contre c'est un doublé gagnant et le studio lui laisse carte blanche pour la suite. Si Incassable n'a pas autant fédéré que Sixième Sens à l'époque, sa rigueur d'écriture, sa vision du genre super-héroïque très en avance sur son temps et son élégance filmique vont faire de lui un véritable film culte dans le milieu. Ravi qu'on le considère comme l'un de ses meilleurs travaux, Shyamalan annoncera régulièrement plancher sur un Incassable 2 qui finira bien par se faire mais pas forcément de la manière qu'il imaginait. Combien t'en as enlevé, là? J'en ai ajouté. Je t'ai menti. Ajouté? Dans son film suivant, Signe, il est cette fois question de foi, celle que le pasteur, incarné par Mel Gibson, a perdue suite à la disparition tragique de sa femme, mais également celle de son réalisateur. Si à ce moment il met en question sa foi et celle que le spectateur lui accorde, il ne s'agit en aucun cas du hasard. Le calamiteux accueil d'Incassable, tant critique que public, va donc pousser notre homme à se remettre en question. Le cinéaste ne renie pas son précédent film, mais il demeure conscient de la déception qu'il a engendrée. Exigeant autant envers le public qu'envers lui-même, il se questionne sur les raisons qui l'ont amené à être rejeté avec Incassable. Pour lui, la réponse est limpide. Le gros du public retient surtout le twist du Sixième Sens et la capacité de Shyamalan à le retourner comme une crêpe. Ainsi, pour Signe, Shyamalan a donc décidé d'offrir à son public ce qu'il attend de lui, un twist final qui marque. En ce qui concerne l'intrigue en soi, ceux qui suivent Shyamalan de près savent déjà que le traitement de cette invasion extraterrestre sera forcément anticonventionnel, plus proche d'un Rencontre du troisième type de Spielberg que de Independence Day ou encore Mars Attack. Encore une fois déterminé à ramener les éléments du genre à l'essentiel, le réalisateur met tout en œuvre pour que Sing soit aussi excitant que possible. Comme tous les conteurs d'images, il désire souvent être compris par son audience. Une audience incapable d'anticiper sur le déroulement de l'intrigue, bien forcée d'offrir une confiance sans retenue au cinéaste afin de pouvoir profiter pleinement du film. Sobrement, modestement, il tape dans la science-fiction à dimension humaine, dans un crescendo de terreur qui oscille entre l'offensive alien type Guerre des mondes et le huis clos. Bref, une ambiance très spéciale relevant directement de la méthode Shyamalan.
Pour son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, Sing ramasse plus de 60 millions de dollars, le meilleur démarrage de la carrière d'acteur de Mel Gibson et une belle performance pour Shyamalan. Ce dernier annonce ainsi en interview ne pas se soucier du box-office, mais accorde bien plus d'importance à la connexion établie avec le public. Il souhaite que Sing soit un phénomène culturel où le public entre en phase avec le cadre de l'histoire, ses protagonistes et les émotions qu'ils éprouvent. Sing rapportera plus de 400 millions de dollars au box-office et devient l'un des titres les plus connus de Shyamalan. Pourquoi est-ce que tu décides quand je voudrais décider? Si j'ai envie de danser, c'est moi qui t'inviterai à danser. Si j'ai envie de parler, c'est moi qui ouvrirai la bouche et qui parlerai. Il faut toujours que tout le monde me presse pour que je parle plus. À quoi ça servirait que je te dise que tu occupes mes pensées dès que je me lève le matin? Ou qu'il y a des moments où je suis incapable de réfléchir ou de faire bien mon travail? À quoi est-ce que ça nous avancerait que je te dise que les seules fois où j'ai peur, comme tout le monde, c'est quand je pense qu'on pourrait te faire du mal? Shyamalan est désormais un auteur reconnu dans le monde entier, mais est surtout un homme de principe. Quand il tourne, c'est dans le secret le plus absolu. Pas de défilé de journalistes sur le plateau, pas d'interview, des clauses de confidentialité signées par la totalité de l'équipe, et pas d'informations diffusées si ce n'est le strict minimum, à savoir le casting, une ligne de synopsis et le titre du projet. Le projet Le Village attire le gratin d'Hollywood et Shyamalan compose un casting très varié afin de raconter une histoire qui ne veut pas surnaturelle à 100%. Il obtient également de la production un authentique village du 19e siècle, l'époque où se déroule notre histoire. Pendant les 3/4 du récit, Shyamalan prend comme d'habitude le temps de mettre les choses en place, d'installer une atmosphère et de préserver l'incertitude sur des créatures de la forêt qui entourent ce fameux village. La formule Shyamalan est désormais bien connue d'un public qui cherche à être transporté, mais également à être surpris par une conclusion qu'il n'aura pas vu venir. Et pour la deuxième fois, Shyamalan va décevoir. Le film n'a pas le succès attendu et le public boude en partie cette proposition qui n'a pourtant pas à rougir face à ses prédécesseurs. Pour la critique, c'est aussi l'occasion de mettre à mal le réalisateur qui jusque-là paraissait intouchable. Blessé dans son ego, Shyamalan peut compter sur sa famille et reprendre pied. Chaque soir, il lit des contes à ses enfants, dont certains écrits par ses soins. Parmi ces écrits, Shyamalan se raccroche en particulier à celui qu'il a intitulé « La jeune fille de l'eau ». Sur La jeune fille de l'eau, l'approche de Shyamalan est audacieuse et inattendue, ce qui conforte les fans de la première heure. Le scénario demande une somme de travail inédite à son auteur, en plein doute sur l'équilibre tonal à adopter. Il persiste et il sait que cette version longue de l'histoire qu'il racontait à ses filles pour les endormir et les inspirer est son œuvre la plus importante car la plus personnelle. À l'issue d'un dîner glacial au cours duquel Shyamalan s'enlise dans les justifications, les pontes de chez Disney font part de leurs doutes sur ce script qu'ils avouent ne pas comprendre. Intransigeant, il claque la porte du studio et s'en va proposer La jeune fille de l'eau à la Warner, qui accepte, trop heureuse de récupérer dans ses rangs cette poule aux œufs d'or. Avec ce film, Shyamalan sollicite la foi de son public avec une histoire jugée par certains comme étant complètement absurde. Un risque qu'il prend consciemment avec ce conte dont on pourrait presque se moquer avant que tous les éléments se mettent en place et prennent tout leur sens. Bien plus intimiste et pensé comme un film indépendant, La jeune fille de l'eau est taxée de fables prétentieuses à la conclusion très décevante. De plus, l'ajout d'un critique cinéma au récit, un personnage froid et sans émotion, est mal perçu par les professionnels qui ne se gênent pas pour descendre en flèche le film en mode cours de récré. Après Le Village, c'est une nouvelle déconvenue pour Shyamalan. Le public ne réservera pas un bon accueil à La jeune fille de l'eau au moment de sa sortie, et le réalisateur dégringole bruyamment de son piédestal alors que la Warner ne renouvelle pas son partenariat pour un futur projet. Est-ce qu'elle sait qu'elle est une Madame Narf? Non, c'est la morale de ce conte. Personne ne nous dit jamais qui on est. Je crois qu'on a un lien. C'est plus qu'une histoire pour moi aussi. J'ai envie de croire que ça puisse exister. Bye bye, Monsieur Heap.
Suite à cet échec, il écrit Phénomène, sans qu'aucun studio ne garantisse sa mise en chantier. C'est donc comme un débutant qu'il fait la tournée des géants hollywoodiens, mais ces derniers ne se bousculent pas pour le projet titré un temps The Green Effect. Début mars 2007, c'est la Fox qui valide la mise en chantier, mais avec une seule consigne, un script plus rentre-dedans, quitte à écoper d'un classement R. Ce qui convient à Shyamalan qui souhaite livrer un film acéré et dynamique. De son propre aveu, Phénomène a été son film le plus facile à faire, bien qu'il ne manque pas d'instants de bravoure. Un film de fin du monde prenant, avec un concept très original inspiré des films de SF paranoïaques des années 50. Et pourtant, c'est une nouvelle débâcle critique alors que le film engrange de bonnes recettes. Tout comme La jeune fille de l'eau, Phénomène sera nominé dans de nombreuses catégories aux Razzie Awards, dont pire film, pire réalisateur et pire acteur pour Mark Wahlberg. Les critiques, autrefois si bienveillantes avec Shyamalan, s'accordent sur un point. Phénomène donne un aperçu du néant dans lequel s'enfonce peu à peu un réalisateur dont l'inspiration et les initiatives géniales ne sont plus qu'un lointain et vaporeux souvenir. À ce niveau, ce n'est plus de cinéma dont il s'agit, mais de suicide artistique. Seul contre tous, Shyamalan se remet discrètement en selle mais change encore une fois de studio pour la Paramount. Il produit Devil, d'après l'un de ses scripts, une série B modeste qui ne fera pas beaucoup de bruit. À la suite de ce projet, la Paramount lui confie l'adaptation de la série animée culte Avatar, le dernier maître de l'air, avec un budget de 150 millions de dollars, le plus important qu'on ait pu lui confier. Le scénario de Shyamalan doit condenser les principaux arcs narratifs de l'animé et surtout éviter de reproduire les erreurs commises par l'adaptation catastrophique de Dragon Ball au cinéma. Shyamalan prend des libertés avec le casting et les différentes ethnies représentées, et côté réalisation, il prend le risque d'enrober ses scènes d'action dans ses traditionnels plans séquences, sans y joindre l'exigence chorégraphique nécessaire à un tel spectacle. Le dernier maître de l'air est également un film tourné en 3D, un argument marketing quasi obligatoire pour les blockbusters post-Avatar de James Cameron. Mais les premières projections test imposent de retravailler le rythme et les effets spéciaux suite au retour négatif. Au moment de la sortie, les fans de la série animée, ceux de ses premiers films, les cinéphiles en général, les parents, les enfants, tout le monde, attend Shyamalan au tournant. À l'heure d'Internet, la geekosphère ne fait pas de cadeaux et le dernier maître de l'air se fait détruire. Malgré un succès correct au box-office et la volonté de traiter l'histoire sous la forme d'une trilogie, Shyamalan et la Paramount abandonnent le concept. 2 ans plus tard, Will Smith contacte Shyamalan pour qu'il réalise un film de science-fiction basé sur l'une de ses idées. Accompagné de son fils en vedette, l'histoire de After Earth se développe sur une volonté de livrer un film de SF sérieux et engagé sur point de vue écologique. Pour sa première œuvre de commande, il effectue également son premier tournage en numérique, facilitant l'intégration des nombreux effets spéciaux matérialisant une planète Terre abandonnée par l'homme il y a plus de 1000 ans. Un projet de SF lourd, ambitieux, budgété à 130 millions de dollars et voué à générer des suites déjà pitchées par Will Smith ainsi que toute une flopée de produits dérivés. Évidemment, le plan ne se déroule pas comme prévu. Le jeu du jeune Smith est vivement critiqué et le rapport à la scientologie qu'entretient Will Smith nuit à la promotion du film. Les projections test étant désastreuses, After Earth se voit amputé de plus de 30 minutes. À sa sortie, les critiques négatives se déchaînent et Shyamalan ne peut que constater l'échec de cette nouvelle proposition, certains de ses plus ardents fans le qualifiant de perdu, voire de has-been. Traversé de séquences tour à tour éprouvantes et merveilleuses, After Earth n'est pas un échec artistique pour autant, mais Shyamalan prend conscience avec lui que le monde des blockbusters n'est a priori pas celui qui redonnera des lettres de noblesse à son cinéma, ni son retour dans le cœur des fans de la première heure. Va complètement à l'intérieur. Becca, Oh, elle est habituée. on a vraiment des trucs à filmer dehors. D'abord, on finit ici.
Je me dépêche. Oh, il y en a pour une seconde. Profondément détesté depuis quelques années par une vaste armée de cinéphiles offusqués, Shyamalan prépare un retour en compagnie de Jason Blum, le patron de Blumhouse, une boîte de production à l'époque en pleine expansion. Sur ses conseils, il développe un projet plus intime avec utilisation du format found footage, une première pour un réalisateur qui prend conscience qu'il doit se renouveler. Le concept et le retour du twist final font de The Visit un film qui ne passera pas inaperçu ni pour la nouvelle génération, ni pour la critique qui note un véritable retour en forme du réal. Pour un budget étriqué de 5 millions, le film en rapporte presque 100, un succès qui ravit Shyamalan et Blum qui décident évidemment de poursuivre la collaboration. Lorsque l'on questionne Shyamalan sur ce retour aux sources salvateur, il se retrouve bien incapable de l'expliquer, sauf que refaire des films plus modestes et tout redémarrer comme à ses débuts lui rendent les choses bien plus excitantes. Pour son nouveau film Split, Shyamalan aborde le sujet de la schizophrénie et fait écho à l'un de ses meilleurs films avec une idée: que se passerait-il si quelqu'un pensait posséder des pouvoirs surnaturels? Pourrait-il accomplir des choses impossibles? Se reposant sur l'interprétation habitée de James McAvoy face à un trio d'actrices d'où se dégage une troublante Anya Taylor-Joy, Split est un énorme succès qui confirme le retour de Shyamalan sur le devant de la scène. De plus, s'il parvient à livrer un huis clos étouffant rehaussé par une astucieuse utilisation du cinémascope, il parvient aussi à teaser une suite en mode conclusion de trilogie, parvenant à relier l'univers de Split à celui d'Incassable. Et cette conclusion sera bien entendu le projet suivant. Glass, troisième collaboration avec Jason Blum, voit donc le retour des personnages d'Incassable, toujours interprétés par Bruce Willis et Samuel L. Jackson, et celui de Split, toujours avec James McAvoy. Forcément attendu, le projet Glass est censé combler les fans de la première heure, ceux qui ont découvert Shyamalan avec Sixième Sens et Incassable, ainsi que les nouveaux, surpris par l'ambiance et les twists de The Visit et Split. Un crossover adroit et bien écrit tirant profit du moindre dollar de son budget. Génial pour certains, frustrant pour d'autres, dans la mesure où la quasi-intégralité de l'histoire se déroule dans un hôpital psychiatrique, avec nos personnages principaux tout sauf libres de mouvement. La scène finale, également tout en sobriété, rappelle des qualités d'auteur et un parti pris qui n'appartiennent qu'à Shyamalan. Là où il aurait pu céder à la facilité d'une confrontation épique, la destinée tragique de ces personnages se fait de manière tout aussi intime que le reste de cette trilogie. Côté box-office, ça se confirme. Pour un budget de 20 millions, soit le double de Split, il rapporte environ 250 millions de dollars dans le monde. À ce niveau, on peut clairement parler de retour inespéré. Après avoir connu tant de déconvenues, les années Phénomène et After Earth sont désormais derrière lui. Et l'avenir, Shyamalan le sait, ne dépend que de la force de ses projets. Le public répondra présent tout comme il a répondu à ses derniers appels. Mais l'expérience parle et il sait très bien également que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Car si Hold, un concept fou doublé d'un huis clos à ciel ouvert haletant, rapporte 90 millions de dollars et scelle le nouveau contrat signé avec Universal, du côté du public, les réactions concernant Hold sont partagées. De génial à moyen, le nouveau Shyamalan divise, mais pas au point de retomber dans le rejet d'autrefois. Hold inaugure une nouvelle ère où Shyamalan livrera ce qu'on attend de lui, des films à twist au concept ravageur. Tous les 2 ans, c'est avec fébrilité qu'on attendra de lui une nouvelle idée forte, susceptible de nous transporter et surtout de nous surprendre, comme un Hitchcock de son temps ou encore un Rod Serling, le créateur de la 4e dimension. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas et que nous n'allons pas choisir à votre place qui sera sacrifié. Et on ne peut pas non plus faire ce geste à votre place. Et vous ne pouvez pas vous suicider. On ne choisira personne. Et on ne sacrifiera personne, c'est compris? C'est hors de question, ni aujourd'hui ni jamais. Même si ça veut dire que le monde entier sera condamné. Oui. Même si je croyais que le monde était en danger, ce que je ne crois pas, ce serait hors de question. Je préfère voir le monde crever 100 fois plutôt que de devoir... Rêve. On perd notre temps. Ils accepteront jamais de choisir. Et d'ailleurs, je les comprends.
Un auteur que même le semi-succès de Knock at the Cabin n'ébranlera pas. Une fois en son travail, qui fait écho au sujet du film. Un home invasion tendu sur fond d'apocalypse imminent, se déroulant intégralement dans une cabane au fond des bois. De solides interprètes et une mise en scène élégante font de Knock at the Cabin une nouvelle pierre à l'édifice du monument qu'il s'érige. Ok. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui se balade et qui s'amuse à découper ses victimes. Ben, le FBI ou je ne sais qui, ils ont appris qu'il allait venir ici aujourd'hui. Du coup, ils ont monté tout ça juste pour lui. Tout ce concert, c'est un piège. Ils surveillent toutes les issues. Ils checkent tout ce qui sort de la salle. Pas moyen de se barrer d'ici. Sorti l'année suivante, le dernier Shyamalan se positionne sur une sortie estivale bien aidée par une campagne marketing agressive, orchestrée par le studio Warner, de nouveau partenaire de Shyamalan. Si cet été 2024 fut ponctué d'un succès, le score honorable de Trap au box-office fut suffisant en vue du contexte, bien que les réactions furent plutôt mitigées au niveau du public, reprochant un manque d'équilibre et de cohérence, ainsi qu'un twist final moins marquant que ce qui a pu précéder. Quand on prend du recul sur sa carrière, force est de constater que Shyamalan n'a pas fait les choses comme les autres. Surtout, on constate donc un véritable auteur soucieux de faire évoluer son art, qu'importe les difficultés et autres affronts. Sa faculté à fédérer des audiences nouvelles prouve une réelle capacité de renouvellement, mais également ses faiblesses existantes. Malgré ses doutes et autres échecs artistiques et critiques, il a toujours réussi à se relever, quelle que soit la forme ou thème utilisé. Un tour de force respectable de sa part, lui qui a également toujours pâti d'un ego bien trop prédominant. Après, on ne peut pas vraiment lui reprocher d'avoir cru en lui-même, car de toute évidence, on sera passé à côté de sacrées sensations.